Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai, l'immense privilège de rencontrer une superstar de LinkedIn, Hélène Ly. Bonjour. Bonjour Stéphanie. Alors, si je fais un petit résumé, tu me diras si j'oublie quelque chose. 15 années d'expérience en RH, 9 spécialisées, en IT, de l'expérience forcément en ESN. Tu coécris également un livre, Recruteur, 80 questions pour réussir vos entretiens. Je l'ai pas lu, mais par contre, ça m'intéresse parce que les 80 franchement, on en a toujours besoin. Formatrice, dans le classement, bah, forcément des LinkedIn, Top Voice, dans le top 100 des meilleurs créateurs, et créatrices. Est-ce que j'ai oublié quelque chose dans ton descriptif que tu voudrais rajouter? Écoute, non, je crois pas, ça me semble complet. Tu as bien je vois que tu as regardé mon profil, je ne pouvais pas te le reprocher. Légèrement, je ne l'avais jamais vu avant. Donc non, non, écoute, c'est parfait, tu n'as rien oublié. Génial. Alors, tout d'abord, comment entrer en matière? Parce que, souvent l'IT, a un petit peu, on va dire une figure, masculine, qu'on essaye justement un petit peu de déstigmatiser chez nous aussi, au quotidien. Alors pourquoi, Hélène, avoir choisi, la spécialisation, dans les recrutements, en tech, IT? Bah, écoute, en fait, je vais te répondre ce que beaucoup de gens répondent. J'ai pas choisi vraiment l'IT. C'est arrivé complètement par hasard, je suis rentrée dans l'IT en stage de fin d'études, donc il y a longtemps. Et puis en fait, 1re vraie expérience, 1er CDI dans la tech. J'y suis restée 2 ans, ça m'a plu, mais j'ai eu besoin de m'éloigner un petit peu. 5 ans après, j'y suis revenue et à partir de 2013, je l'ai plus quitté, pour plein de raisons. Parce que, j'ai trouvé que c'était un environnement hyper stimulant, qu'il y a plein de choses à apprendre, que les gens sont, enfin, effectivement, c'est une population un peu particulière, mais on a plein d'a priori, plein de préjugés. Moi, la première, hein, j'en avais, quand je suis rentrée dedans et puis petit à petit, j'ai trouvé que c'était un monde hyper enrichissant. Donc en fait, je l'ai pas choisi, j'y suis arrivée par hasard, mais par contre, j'ai choisi d'y rester. Et donc pourquoi tu as choisi d'y rester? Pourquoi j'ai choisi d'y rester? Parce que, je pense qu'assez rapidement, déjà, j'ai pris conscience que, quand on parle de la tech, l'IT, c'est large, hein, mais l'IT aujourd'hui, c'est notre vie. Enfin, on est tous connectés tout le Oh temps, de toutes les ouais. applis qu'on utilise, on a tous quasiment des ordinateurs, des téléphones. Maintenant, quand tu veux, faire à peu près tout et n'importe quoi, prendre un rendez-vous chez le médecin, gérer tes impôts, juste faire des trucs même pour tes loisirs, ça passe par, ton ordinateur, tes Tout applis, se fait en ligne? internet. Ouais. Tout se fait, grâce aux technologies, donc c'est quand même un peu, ça fait partie de nos vies quotidiennes et puis au-delà de ça, il y avait un challenge. C'est que, moi j'ai recruté dans d'autres domaines où, c'était pas forcément facile. Je dis pas ça parce que je pense que le recrutement dans plein de domaines est difficile. Mais il y avait un côté challenge où effectivement aller, chercher des profils qui sont très, très sollicités, réussir à créer des liens avec eux, animer une communauté et puis être effectivement une femme dans un domaine qui est très masculin. Tout ça a fait que j'ai eu envie d'y rester et j'y suis quand même restée effectivement pendant 7 ans, quand j'y suis retournée en 2013. Top. Alors, aujourd'hui, tu donnes, différentes formations, justement sur le sourcing, entre autres, en IT. Comme entrée en matière, j'aurais envie de te demander, de manière générale, aujourd'hui, comment est-ce qu'on approche, les profils, IT? Alors, c'est une vaste question, comment on les approche? Déjà, je pense que la première chose, c'est d'avoir une bonne compréhension de qui tu cherches. Et pour moi, c'est un Ouais, gros problème dans le recrutement tech aujourd'hui, c'est que bien souvent, les recruteurs IT ne savent pas exactement ce qu'ils cherchent. ils cherchent, non? Pour 2 raisons. La première, soit parce que le besoin est pas clair côté du client, que ce soit en interne ou ailleurs. Deuxième point, parce que souvent, ils ont pas de formation à l'écosystème IT, ils comprennent pas bien le vocabulaire, donc finalement, ils s'enferment dans quelques mots-clés qui font qu'à un moment, tu tournes vite en rond. Je pense qu'il faut combiner plein de choses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les profils tech, ils sont sur LinkedIn, comme plein d'autres gens. Le problème, c'est que c'est pas forcément leur terrain de jeu favori. Donc utiliser que LinkedIn, tu vas forcément être en concurrence avec quasiment tous les autres recruteurs et en plus,
Tu pas forcément des taux de réponse très élevés parce que les gens sont pas très actifs dessus. En tout cas, les techs sont pas forcément très actifs dessus. Donc l'idée, c'est de se renseigner, de bien comprendre ce que font les profils tech. Et quand on dit les profils tech, c'est très large. Un développeur sera pas au même endroit qu'un admin système, sera pas au même Non. endroit qu'un profil data. Donc c'est aussi bien découper, bien segmenter ton marché pour comprendre où ils sont. Si par exemple je cherche des devs, bah, je me dis que probablement c'est des gens que je vais plutôt facilement contacter, enfin trouver grâce à GitHub parce qu'ils sont beaucoup dessus, ils ont des profils dessus. Si je cherche plutôt, je sais pas, des profils admin 6, bah, peut-être que c'est des gens que je vais croiser sur certains forums, sur certains meet-up, que je peux essayer de rentrer dans des communautés. Je peux tenter aussi, je sais pas, des Stack Overflow, des outils comme ça qui vont me faire sortir de LinkedIn pour aller identifier des gens qui sont pas forcément là ou pas forcément actifs sur la plateforme et essayer de rentrer avec eux d'une manière, enfin de rentrer en contact avec eux d'une manière différente. Pas me contenter de balancer des emails, mais plutôt avoir une démarche où je vais essayer de trouver un mail, de créer du lien, de créer quelque chose avec la personne pour qu'elle ait envie de parler avec moi. Ouais, plutôt, informel, quoi. D'aller créer effectivement ce lien, même avant qu'ils cherchent un emploi, Exactement, pour que le jour où ils cherchent, ils pensent à toi, quoi. exactement. Est-ce que les annonces, basiques, je vais dire, sur les sites d'offres d'emploi, attirent encore, les profils IT? Bah, en fait, ce qui est intéressant dans ta question, c'est quand tu dis les annonces basiques. Bah, non. En fait, je pense qu'il y a un gros malentendu J'ai sur déjà les annonces. influencé, oui. Il y a ouais, il y a un malentendu sur les annonces. J'entends souvent: «Les annonces dans la tech, ça marche pas». C'est pas que les annonces dans la tech, ça marche pas. C'est que dans d'autres domaines où les gens sont peut-être moins sollicités, ont moins de choix, des annonces, même si tu fais pas trop d'efforts, tu vas avoir des candidatures. Bien sûr. Dans la tech, non seulement les gens sont pas forcément en recherche active, mais en plus, ils ont le choix. Donc si toi, tu fais une annonce basique ou très moyenne et qu'en face, ton concurrent fait une super annonce, très bien structurée, avec beaucoup d'infos, et notamment d'infos qui sont recherchées, qui sont attendues par les profils tech, ah bah, c'est sûr qu'ils vont pas répondre à ton annonce. Ils répondront à ton confrère qui aura fait l'effort de faire une annonce intéressante. Et bah, justement, en contradiction avec, l'annonce basique, c'est quoi une super annonce pour toi? Bah, pour moi, une super annonce dans la tech, c'est déjà, un titre qui est clair, tu vois? Souvent, on se met pas à la place de la personne qui cherche un job. Si, je mets un titre qui est pas clair et que personne cherche, je sais pas, Le je pense ninja de l'IT, ouais, les trucs comme ça, mais tu vois, même au-delà de ça, des fois, on va mettre, des choses hyper, généralistes, je sais pas, consultant Java, OK. Rentrer plus dans le détail, de dire vraiment développeur, je sais pas, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que va faire la personne? Parce que, un développeur Java, par exemple, en fonction de des applis, de là où il va travailler, c'est pas la même chose. Donc déjà, cho bien soigner le titre et après dans la structure, réfléchir à ce que la personne veut avoir. Souvent les gens, enfin dans la tech, ils sont déjà en poste. Donc on a besoin dès l'offre d'emploi, de leur faire comprendre ce qui va être intéressant pour eux par rapport à ce qu'ils ont aujourd'hui. Donc il faut leur donner du contexte, OK? Dans quelle équipe ils vont travailler? À quoi sert le projet sur lequel ils vont travailler? Quels sont les enjeux? Évidemment la stack technique et dans le profil recherché, hiérarchiser aussi les infos parce que souvent on se retrouve avec un truc, une liste de courses où, tu veux tout et n'importe quoi. Le signal que tu donnes est super négatif parce que ça montre que tu sais pas ce que tu veux et souvent il y a 2 rubriques qui y sont pas. La première, c'est projeter sur le process de recrutement. Expliquer quelles vont être les étapes pour qu'une personne qui est pas en recherche active et qui est en poste arrive à se dire: «OK, si je m'engage dans un process comme celui-là, je sais que je vais avoir une, 2, 3 étapes, que ça va durer à peu près tant de temps, donc j'arrive à me projeter» et dernier point, des avantages. Des avantages concrets qui peuvent être plein de choses. Je parle pas des tickets resto, de la mutuelle et cetera, mais de ce qui va vraiment être intéressant pour un tech. Pour un tech, ça va être quoi? Est-ce qu'on l'accompagne sur passer des certifications, faire des formations? Est-ce qu'il va pouvoir choisir son matériel? Est-ce que, je sais pas moi, est-ce qu'il y a des choses autour de la tech vraiment qui permettent de voir de l'expertise, de progresser? Est-ce qu'il y a des meet-up? Est-ce qu'il y a, voilà, c'est vraiment donner des avantages qui sont liés à l'entreprise et dans laquelle va la personne va vraiment se reconnaître et tout ça aujourd'hui dans une majorité d'annonces dans la tech, ça y est pas. tu les retrouves pas? Et sur quel sujet, aujourd'hui, les candidats sont-ils, le plus sensibles? Parce que tu disais évidemment, bon les tickets resto aujourd'hui, on va dire c'est standard, c'est pas, quelque chose d'extraordinaire. Tu as parlé éventuellement de meet-up. Est-ce qu'il y a d'autres choses sur lesquelles, bah, oui, le candidat type, on va dire, est sensible? Bah, il y a un sujet qui fâche, hein, il fâche pas que dans la tech, mais il fâche un peu partout, c'est le salaire. C'est basique, je l'ai pas dit, mais en fait, dans la grande majorité des Ouais. annonces aujourd'hui, on n'a pas le salaire. Encore une fois, mettez-vous à la place de quelqu'un qui est en poste.
il sait ce qu'il gagne aujourd'hui. Si vous voulez qu'il réponde à votre annonce, qu'il ait un minimum envie de s'y intéresser, le salaire, ça reste un point important. Qu'on le veuille ou non, qu'on trouve ça bien ou pas bien, on bosse tous pour un salaire, donc si le salaire y est pas déjà, ça démarre pas très bien. L'autre point, dont on parle beaucoup dans la tech en ce moment, c'est la partie remote, le fait de pouvoir travailler, Sûr. de chez soi ou en tout cas, d'où on veut et que ce soit clair et je pense il y avait eu des enfin, il y a eu des avancées pendant le covid et j'ai l'impression qu'il y a un léger recul en ce moment. Dans la tech, les gens étaient déjà demandeurs de remote, de home office avant le covid. Ils le sont encore plus aujourd'hui et on assiste à un vrai décalage où finalement il y a des gens qui vont dire: «Mais moi, en fait, ça m'intéresse, le job m'intéresse, mais je veux venir, 1 fois par semaine» et où on a en face une entreprise qui va dire: «Non, c'est pas possible, il faut que vous soyez là 3 jours par semaine». Bon, bah, ça, à un moment, je veux dire, qui va gagner? Enfin, comment ça va se passer? J'en sais rien, mais il y a un énorme décalage à ce niveau-là. Et donc sur les 2 points que je viens de te citer, le décalage, il est hallucinant. D'un côté, tu as 80 des gens qui disent: «Je veux avoir le salaire», tu as 30 des entreprises qui l'affichent. De l'autre, tu as, je sais pas, 70 des gens qui vont te dire: «Je veux qu'il y ait au moins, 1-2 jours de remote» et tu as, peut-être 10 des entreprises qui le proposent. Donc forcément, il y a un moment où ça matche pas. Ouais, en fait, nous, ce qu'on entend souvent des clients, d'un côté, ils ne veulent pas afficher un salaire parce qu'ils veulent, avoir le choix des possibles et de se dire, «OK, mais si je mets 4 000, le candidat qui gagne 5 000, je l'attire pas, et le candidat qui est à 3 000, il voudra d'office 4 000». Quand tu entends ce genre de phrase, tu as envie de leur répondre quoi? Déjà, je pense que c'est faux, je pense que c'est beaucoup de croyances. On a beaucoup Oui, tendance bien à sûr. penser pour les gens et à les infantiliser un peu. Si tout le reste de l'annonce est intéressant, si le poste est super intéressant, s'il y a un 4 000 et quelqu'un qui veut gagner, 4 500 ou 100 000 ou qui est déjà à 4 000, honnêtement, s'il a vraiment envie de changer de job et que le reste du poste l'intéresse, il va regarder, hein. Ça Il va l'empêchera pas de regarder. postuler. Donc ça, pour moi, c'est un faux débat et quoi qu'il arrive, une offre d'emploi, elle doit être clivante. L'objectif, c'est pas d'intéresser, tout le monde, c'est de cibler les gens qui t'intéressent. Donc si en face de toi, le profil que tu cherches, il veut 5 000, eh ben, c'est pas un profil pour toi. Ou Non. alors tu as un problème de salaire. Oui et au moins tu perds pas de temps, en entretien. Nous, un des cas justement, alors là, c'était en rapport avec, le remote. Le client nous avait dit, «Nous, on est flexible, on discutera remote plus tard» et pendant les entretiens, donc tout se passe bien et au moment de l'offre, le client affiche, 1 jour, de télétravail par semaine et là, le candidat dit: «Non, moi, depuis le début, je dis que c'est minimum 3 jours semaine». On n'est pas du tout alignés et au final, perte de temps, bah, pour le recruteur, pour le candidat, pour le client et au final, frustration des 3 côtés. Alors que si dès le début ça avait été clair, ça on n'en serait jamais arrivé là, quoi. Mais tu as raison et du coup, je rebondis sur ce que tu viens de dire. Dans l'annonce, par exemple, ça, c'est un point qu'il faut mettre. Il faut pas se contenter de mettre télétravail possible. Oui, possible, Il faut ouais, faut flexible, afficher. ouais, Faut afficher clairement les modalités. Télétravail jusqu'à 2 jours. Faut le mettre, tant pis. S'il y a des gens qui exact. veulent 3 jours, eh ben, tant pis, c'est comme ça. Mais si aujourd'hui je sais que ce sera 2 jours et que ce sera pas négociable, il faut que je l'affiche. Parce que comme tu viens de le dire, sinon, il y a perte de temps et d'énergie et l'image que tu laisses à la fin, elle est, enfin, elle est hyper négative et la personne va dire: «Attends, mais bosse pas avec eux, ils m'ont menti. Ils m'ont menti ou ils m'ont caché des choses Ils jusqu'à ont la fin, caché. peut-être en pensant que j'allais céder». Non, non et c'est oui, c'est tout à fait ça. On essaye de faire prendre conscience, aux entreprises, ce genre de choses, mais ça reste encore très compliqué à Je sais. l'expliquer au quotidien parce que, entre guillemets, «ils veulent ne se fermer aucune porte» et en ne se fermant aucune porte, en fait, ils les ferment toutes, j'ai envie de dire Mais c'est exactement et ça. voilà. C'est Donc exactement OK, donc ça, c'était pour, on va dire, les offres d'emploi. En entretien, justement, quel serait, on va dire, comment créer un environnement, qui donne envie, pendant l'entretien, au profil IT, bah, de rejoindre l'entreprise? Bah, déjà la première chose, c'est pour beaucoup enfin, si vraiment je m'adresse aux recruteurs et notamment aux recruteurs qui débutent, parce qu'il y en a beaucoup dans la tech, c'est surtout de pas avoir peur de dire: «J'ai pas compris». Parce que souvent on va rentrer Je dans sais quelque pas, chose ouais, voilà, pas compris, je sais pas. parfois on va se rentrer dans un entretien où on va essayer de faire croire à l'autre personne qu'on comprend, que ça va et ça, c'est déjà un premier point un peu négatif parce que la personne en face se sent un peu trahie et on se fait très vite griller. C'est-à-dire que quand on comprend rien du tout, au langage, enfin à l'écosystème et cetera, ça se voit. Donc
déjà, première chose, ne pas faire semblant pour justement instaurer un climat de confiance. Deuxième chose, ne pas survendre. Ça sert à rien de survendre un poste, de mentir, d'essayer d'envoyer du rêve, et cetera. Il faut essayer de décrire la réalité telle qu'elle est. Aucun poste n'est parfait, aucune entreprise n'est parfaite. Les gens Mmh. sont pas stupides. L'idée, c'est pas de décrire un environnement absolument idéal, mais c'est d'être objectif, de montrer qu'il y a des points qui sont très intéressants, d'autres qui sont peut-être moins attractifs, qu'il va falloir peut-être faire des efforts, certains compromis, c'est pas grave, mais le dire. Le dire pour pas qu'il y ait de mauvaises surprises et puis, enfin, être positionné vraiment dans un rapport d'égal à égal, de confiance, ni de se rabaisser, ni de prendre une posture supérieure où finalement on aurait, droit de vie ou de mort sur la personne qui est en face parce que de toute façon c'est pas vrai, et ça a aucun sens. Donc, Non. vraiment plus établir, un dialogue, faire parler les gens, s'intéresser vraiment à eux et encore une fois, ne pas avoir peur de dire: «J'ai pas compris, expliquez-moi». Vraiment faire développer, la les enfin, laisser les gens parler, laisser les gens expliquer ce qu'ils ont envie de faire, ce qu'ils ont fait et cetera. Donc ça a l'air, en même temps très simple et très compliqué ce que je dis, mais c'est vraiment essayer d'être, d'égal à égal et de se dire: «Bah, voilà, je vais être en transparent sur à la fois mes connaissances et sur, le poste en lui-même», même quand j'ai pas beaucoup d'infos parce que les clients donnent pas toujours Non. des infos non plus, hein. Non, non, souvent ils restent, assez vagues, et on doit aller chercher, le reste des infos, par nous-mêmes. Et c'est vrai ce que tu dis, aujourd'hui dans les entretiens, on voit encore souvent, des managers se mettre un petit peu en, good cop, bad cop, le bon flic, le mauvais flic, je vais aller le challenger, «Est-ce que tu es prêt à travailler 7 jours semaine? Est-ce que tu es prêt à travailler jusqu'à 22 heures tous les soirs pour un peu voir ce qu'il a vraiment dans le ventre?» Et au final, bah, on voit que c'est vraiment, des choses, bah, aujourd'hui qui rebutent, les candidats, quoi. Aucun Donc intérêt, ça a aucun intérêt. aucun intérêt, effectivement. Heu, qu'est-ce qui fait qu'un profil aujourd'hui, dans la tech va aller choisir, une entreprise plutôt qu'une autre, hormis le salaire? Est-ce que ça va être le type de projet? Est-ce que ça va être, heu, l'ambiance? Qu'est-ce que ça pourrait être? Beh, c'est un peu tout ça et je te dirais que c'est tout le travail aussi de réflexion sur qui j'ai en face de moi. Ce qu'il faut découvrir, c'est quels sont les leviers de la personne. Quels sont ses leviers de motivation? Quels sont les critères qui vont lui permettre de choisir telle ou telle, entreprise? Parce que tous les profils tech ne vont pas rechercher la même chose. Ils vont pas tous avoir envie, des mêmes choses quand ils vont, changer de boîte ou de poste. Donc c'est le travail du recruteur, c'est de mener une enquête, c'est de définir ce qui va être intéressant pour un tel ou un tel. C'est pour ça que toute la phase d'approche et de dialogue avec un candidat va faire la différence au moment de la proposition et au moment où la personne va accepter ou pas. Et donc, de pouvoir, cibler ça, de pouvoir dire: «Bah, pour un tel, ça sera plutôt, l'ambiance, les possibilités d'évolution. Pour un autre, ça sera la possibilité de se former. Pour un autre, ce sera, l'expertise technique et justement le côté très challengeant, sur le projet où effectivement il va falloir apprendre beaucoup». Donc c'est difficile de répondre à ça parce que pour moi, il y a pas un critère universel pour tous les profils tech. Ça va dépendre Non. énormément de la personne, de dans quel, état d'esprit elle est. Oui, et au fond, ce que tu dis, ça rejoint en fait le recrutement dans tous les secteurs. C'est qu'à un moment donné, le recrutement doit être personnalisé, individualisé, et même si on peut avoir, une vue d'ensemble globale, il faut quand même toujours aller voir, les leviers, comme tu dis, de chaque profil, quoi. On parle beaucoup, en Belgique, je sais pas, enfin, je pense qu'en France, c'est un petit peu la même discussion des femmes, dans les métiers de la tech. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça? Est-ce que, ça reste toujours une minorité? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Ça reste une minorité, clairement. Il y a pas encore assez, de femmes, je pense, dans les métiers parce qu'il y a un gros retard et que ce retard, on va mettre du temps à le rattraper. Ça change parce qu'il y a plein d'initiatives dans ce sens-là, plein de gens aussi qui encouragent les femmes à aller dans la tech, donc ça change. Maintenant, je pense que côté sourcing aussi, il y a des choses à faire. Il y a pas mal d'a priori, côté client, il y a pas mal d'a priori aussi chez les recruteurs, en tout cas, qui vont pas forcément aller chercher les personnes. Dans ton sourcing, faire un sourcing inclusif, c'est aussi un moment te dire, par exemple, si je tape le mot développeur dans LinkedIn et que, j'ai une personne qui est une femme et qui a jamais écrit le mot développeur au masculin dans son profil, bah, cette personne, elle ressortira pas dans mes recherches. Donc c'est aussi au moment où tu Mmh. fais ton sourcing, au moment où tu penses ta stratégie, où tu penses tes mots-clés et cetera, c'est aussi d'être inclusif et de penser à te dire que ça peut être une femme. C'est la même chose avec chef de projet que tu vas écrire 2 FE, c'est la même chose avec technicienne ou administratrice, de penser aussi à un sourcing féminin.
notamment quand tu fais un sourcing par intitulé de poste. Donc ne pas écarter non plus cette possibilité-là et te dire que peut-être il y a aussi des femmes que tu vas pas chercher quand tu es recruteur. Non, au final, tu vas te concentrer, sur ta recherche de mots-clés standards, sans jamais passer, à l'écriture inclusive et c'est vrai que ce que tu dis, c'est vraiment fort parce que, on ne forme pas du tout à ce type de recherche inclusif aujourd'hui. Absolument pas. Tu restes dans ton vieux carcan, administrateur réseau, ingénieur système, et développeur, quoi. Donc du coup, tu ne trouves même pas, en fait, les femmes. Exactement. Tu les trouves pas et ensuite tu vas dire: «Bah oui, mais il y en a pas». Si, il y en a. Simplement, il faut savoir aller les chercher. Bah, donc pour toi, il y en a, aujourd'hui, bon, j'ai pas de statistiques à ce sujet, mais Ça reste une minorité, hein. ça reste quand même une minorité. Ça reste une minorité, mais la minorité qu'on a aujourd'hui, il faut aller la chercher, il faut aller la valoriser, il faut savoir, en discuter. Il y a aussi, toutes les communautés, hein. Il y a des Slack, des Discord, qui sont, dédiés aussi à des communautés de femmes dans la tech, donc il faut aller aussi, de ce côté-là. En gros, j ça demande un effort supplémentaire. Jusqu'à ce qu'effectivement l'équilibre s'établisse un peu plus. Je pense que ça évolue aujourd'hui parce qu'effectivement les formations, attirent de plus en plus de femmes. On en parle de plus en plus. On montre aussi que ça peut être un métier pour les femmes, que non, développer c'est pas un métier de geek, masculin, asocial, qui mange des pizzas et qui boit de la bière. Avec son paquet de Heu, chips, derrière son voilà, ordi. exactement. Donc ça s'ouvre et puis il y a pas mal de métiers aussi plus fonctionnels, qui sont aussi intéressants, qui intéressent aussi les femmes. C'est en train de bouger, mais comme je te disais, vu le retard qu'on a pris, faut pas espérer que ça va changer en un claquement de doigts et que dans 2 ans, ça y est, on sera à la parité. Faut pas rêver. Par contre, c'est ce que je te dis, la minorité qui existe déjà aujourd'hui et qui est en poste et qui est intéressante, il faut savoir aller la chercher. Il faut y penser au moment où tu fais ta stratégie de sourcing. Non, tout à fait et après il faut aussi aller travailler sur, un peu le les biais inconscients, on avait un client qui nous disait, que son équipe de dev était 100 masculine et que donc une femme, ne s'épanouirait jamais et donc moi je lui ai expliqué que c'était un peu le serpent qui se mangeait la queue parce qu'au final, si tu n'inclus jamais une femme dans l'équipe, bah, l'équipe sera toujours masculine et qu'au final, il y a des femmes, qui sont tout à fait épanouies dans des équipes d'hommes. C'est enfin, moi j'ai 3 associés masculins, je veux dire c'est moi ça me va très bien, c'est pas Ah donc ça mais ça au contraire, hein, tu as même des femmes qui te disent clairement qu'elles ont plutôt envie de travailler avec des équipes masculines, que ça les gêne pas et à l'inverse, moi j'ai travaillé pour le coup beaucoup, avec des techs qui me disaient, qui venaient me voir en me disant: «Est-ce que tu peux prendre une fille? Est-ce que tu arriverais à trouver une femme dans l'équipe?» Parce que et voilà, ils me disaient: «Mais ouais, mais je suis sûre qu'elle va voir aussi des choses que nous on voit pas, elle a peut-être une manière différente de voir». exact. Et au-delà de tout ça, tu vois? Enfin, un métier, c'est pas genré, quoi, donc c'est dommage. C'est dommage d'avoir ces a priori. Tout à fait. Eh bien, Hélène, un tout grand merci, pour ton point de vue, par rapport, au métier de la tech, et au sourcing. Je te souhaite, une très bonne journée, et à très bientôt. Merci à toi pour l'invitation, c'était très